Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et c'est l'update lecture pour septembre parce que j'ai pris un peu de retard, j'ai pas beaucoup tourné ces derniers temps. La rentrée a été particulièrement chargée, je me suis trouvé un travail qui me prend du temps, j'ai mes études, je me suis remise au sport, qui aurait cru, donc du coup j'ai eu beaucoup moins de temps et là j'ai voulu tourner pendant les vacances mais je me suis fait avoir par il fait nuit tôt, donc ça fait 3 jours que je voulais tourner et puis j'ai pas eu le temps. Bref, tout ça pour dire, il faut que je m'y remette, donc je vais vous présenter mes lectures de septembre et c'est avec plaisir que je vous annonce qu'il y a plusieurs coups de cœur dans cette vidéo. Plusieurs coups de cœur en un seul mois de lecture, ça rattrape complètement le mois d'août où il y avait 6 petites lectures avec un seul coup de cœur. Là, on est sur... Ah ouais, on a eu des bonnes lectures. C'est parti! Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. C'est une vidéo qui a dépassé les stats habituelles et j'ai également dépassé les 700 abonnés. Donc merci, vraiment merci beaucoup. J'essaie de réfléchir à une solution pour vous remercier, mais ça me fait tellement chaud au cœur et ça me motive à reprendre activement. Donc voilà, merci à tous et à toutes et n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, à faire ce que vous voulez. Je ne vous oblige à rien, mais vraiment, ça fait vraiment plaisir. Merci. Est-ce que vous avez vu cette tasse magnifique? Franchement, elle n'est pas automnale à souhait. On va commencer par 2 lectures que je vous ai présentées dans mon dernier book haul parce que aussitôt acheté, aussitôt lu. C'est quelque chose que je devrais faire avec tout et pas qu'avec les BD, mais bon, c'est déjà ça. Le tout premier, il s'agit de D'Ambre et de Feu d'Hélène Canac et d'Agnès Domergue. C'est publié chez Jungle et il s'agit d'un conte automnal. Et c'était vraiment, il était sur ma pile à lire, dans ma wishlist depuis très longtemps et je les ai enfin trouvés avec la deuxième BD de des autrices. Donc j'étais ravie. Ici on va suivre une petite jeune fille qui s'appelle Kitsune et qui est un kitsune. Donc alors il me semble que c'est inspiré de la mythologie japonaise et c'est une petite fille moitié humaine, moitié renarde. Et elle va essayer de se venger du roi qui a massacré son village. Mais elle va faire la rencontre du fils de ce roi et il se passe... Voilà, il va se passer quelque chose. C'est une BD qui est absolument toute douce avec une belle, comment dire, de belles valeurs. C'est une BD, ça se passe très vite, c'est assez jeunesse, mais quand même, on a ce côté douillet, côté cosy, comment dire, c'est réconfortant et ça donne envie de faire des belles actions. Je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, c'était vraiment très chouette. Kitsune, elle me faisait un peu de la peine parce que elle se retrouve toute seule et la solitude, en fait ils vont être tous les 2 enfants vont être seuls à 2 et c'est assez fort. Et on a aussi, enfin non, je vais pas trop vous en dire parce que c'est une petite BD et que ça se lit très vite. Je ne sais même pas combien il y a de pages. Il n'y a jamais de nombre de pages sur les BD. Ah si, c'est 90 pages, je l'ai dévoré et du coup j'ai dévoré par la suite Entre neige et loup, toujours des mêmes autrices et vraiment ce duo fonctionne à merveille. Ici, on est donc sur un thème plus hivernal, mais j'ai pas pu résister. Parce que normalement, je voulais attendre l'hiver. Mais bon, tant pis. Je l'ai lu, il faisait super moche, il pleuvait des cordes, donc bon, allez, ça passe. Un peu de neige, ça aurait été chouette, mais on va pas souhaiter la neige tout de suite. Ici, on va retrouver une jeune fille qui est sur une île. Elle vit avec son papa. Sauf que un jour, son papa, il va sortir et elle n'a pas le droit de sortir. Sauf qu'elle s'ennuie, elle se sent seule et il va se passer des petites choses qui font qu'elle va sortir. Et elle va partir dans une quête un peu sur ses origines parce que cette petite fille, elle est pas banale. Et pareil, je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est dans la même veine, sauf que c'est plus hivernal. On a toujours cette grande solitude, je pense que le thème est assez présent, et cette envie de découvrir autre chose et de partager et... Bref, je m'attarde beaucoup pour 2 petites BD, mais je vous les recommande grandement. J'espère que je pourrai vous faire des inserts, des images, parce que ça vaut le détour.
On passe maintenant aux romans et je vais vous les présenter dans l'ordre de mes préférences. Donc on va commencer par celui que j'ai le moins aimé et on se dirige vers le meilleur pour la fin, hein, parce que les coups de cœur ça mérite un petit peu d'attente, de suspense. Le premier roman que je vous présente, il s'agit de L'Armée d'écume de Stéphane Michaka. C'est publié chez PKJ, c'est un livre qui m'avait un peu intriguée, j'étais pas spécialement, comment dire, c'était pas dans mes priorités, mais pareil, jour de pluie, et je sais pas, ça allait très très bien, donc je l'ai commencé. Ici on va suivre deux points de vue. Le premier, on est à Londres en 1884, on va suivre un jeune garçon qui travaille à la City avec un enquêteur, un enquêteur obsédé par les naufrages. Et une affaire va refaire surface, on va redécouvrir des lettres d'une jeune femme. Et cette jeune femme était apparemment à bord d'un bateau d'un navire qui a eu, enfin, le navire a fait naufrage. Et on ne sait pas ce qui est devenu l'équipage de ce bateau. Donc c'est une enquête apparemment inspirée de faits réels parce que effectivement le Marie Céleste a vraiment existé. Et j'ai trouvé ça super intéressant, assez haletant parce j'avais vraiment envie de savoir ce qui était arrivé à cette jeune fille sur ce bateau. Donc j'étais plus intéressée par les lettres à partir du moment où il y avait moins de lettres de la jeune fille. J'avoue, j'ai eu un peu plus de mal, mais la résolution était assez intéressante. Ça se lit tout seul, Alors, il fait quoi 350 pages à peu près, et c'est écrit en 72. Mais du coup, ça se lisait tout seul. L'ambiance était vraiment très très chouette. Je ne vais pas le garder dans ma bibliothèque parce que je ne compte pas le relire, mais c'est une belle découverte, surtout si vous aimez les enquêtes. J'insiste sur le fait que je n'aime pas ça spécialement, les enquêtes, mais j'essaye à chaque fois parce que peut-être qu'un jour je vais me mettre à aimer ça, donc autant tester. Mais oui, je le recommande surtout aux ados, jeunes adultes qui aiment les enquêtes. Je vous l'ai dit, c'est les lectures du mois de septembre, donc forcément il y a encore quelques lectures estivales, et là on est vraiment sur quelque chose de très très estival. Il s'agit de Je déteste les comédies romantiques de Shara Smith, je ne sais pas dire son nom, forcément. C'est publié chez Slalom et il s'agit d'une romance FF. On va suivre Saoirse et Ruby. Donc Saoirse, elle fuit toute relation amoureuse, elle ne croit pas en l'amour, elle veut pas. Et c'est un petit peu compliqué parce que son lien avec son papa est compliqué, son lien avec sa maman est compliqué. Et elle va faire la rencontre de Ruby. Ruby qui, elle, est passionnée de comédie romantique et qui va lui proposer de faire des rendez-vous galants inspirés de ses comédies romantiques préférées. Et les deux jeunes femmes vont développer une relation. C'est une histoire qui m'a beaucoup surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que de si grosses thématiques soient abordées ici. On a forcément la relation entre les deux jeunes femmes qui sort de l'ordinaire de ce qu'on peut lire dans les romans young adultes, parce que des romances entre deux filles, on cherche toujours, voilà. C'est la deuxième de Shara Smith que je lis, donc je pense que la dame est engagée sur ce sujet. Mais on a aussi d'autres sujets parce que la maman de Saoirse, il lui arrive quelque chose de particulier et ça bouleverse complètement l'univers de la jeune femme. Ça crée énormément d'émotions et j'ai trouvé que c'était très très juste sur ce sujet. Ça aborde d'une certaine façon la maladie et le deuil, mais pas forcément le deuil d'une personne qu'on perd, enfin d'une personne qui décède. Bref, c'est assez particulier, mais c'est vraiment une très très chouette lecture. Je trouve que c'est un roman qui est assez important. Au début, je me suis dit, waouh, 360 pages juste de comédie romantique, et en fait, pas du tout. Et la fin m'a beaucoup surprise. J'ai versé une petite larme parce que je m'y attendais pas, voilà, parce que je suis un petit peu fleur bleue et un peu sensible en ce moment aussi, il faut dire la vérité. Donc du coup, c'est vrai que c'est une lecture qui m'a surprise. Je ne pense pas le relire ou le garder, mais je le recommande fortement si vous cherchez déjà une romance avec une représentation de deux filles. Et je vous le recommande aussi si vous avez besoin d'un roman estival, donc c'est pas trop le moment, mais un roman estival pour autant, alors c'est assez léger, mais pas trop. Voilà, c'est ce juste milieu entre une romance pure et quelque chose de plus intense. Si je m'attarde comme ça sur des livres qui n'ont pas été des coups de cœur, je vous laisse imaginer à la fin comment je vais bégayer.
Le livre suivant est un livre que j'ai découvert cette année et pourtant c'est une saga qui a fait énormément de bruit. C'est une saga qui a eu beaucoup de succès à sa première publication et l'éditeur a décidé de les republier avec des couvertures plus... Enfin, les couvertures originales et elles sont très très belles. Donc j'ai craqué. Voilà, forcément. Et je vous parle évidemment de Shatter Me de Tahereh Mafi. C'est publié chez Michel Lafon dans cette magnifique édition. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Je crois que j'aime beaucoup en fait les livres sans jaquette. Voilà. Déjà, on a moins peur de les abîmer. Parce que les jaquettes, ça s'abîme très très vite. Et du coup, je les enlève pour lire les livres. Bref. Donc, Shatter Me, de quoi ça parle? Donc, ça a été publié tout d'abord sous le nom de Insaisissable. Insaisissable, ne me touche pas, quelque chose comme ça. Alors attendez, je vous dis. Insaisissable. Et c'est une trilogie, même s'il y a d'autres livres dans le même univers, je crois. Bref, je n'en sais rien, on verra au fur et à mesure des parutions. Dans Shatter Me, on va suivre une jeune femme. J'ai perdu son prénom. Et évidemment, ce n'est pas Odo. Oh là là. Bon, tant pis, on va dire une jeune femme. Je remettrai le nom ici si jamais je le retrouve. Et cette jeune femme est enfermée dans une prison très particulière. Elle compte les jours et elle ne sait plus si elle est en train, enfin elle sait pas si elle est en train de devenir folle ou si on essaye de la rendre folle. Donc c'est assez particulier. On a des passages. Je vais essayer de vous montrer un passage qui spoil pas là, où on a des pages, enfin des phrases qui sont barrées parce que cette jeune femme, elle sait plus trop ce qui est réel ou pas. Et un jour, quelqu'un va venir lui partager sa cellule. Et en fait, elle va se rendre compte que ils sont là pour se servir d'elle parce qu'elle a un don très très spécial. On ne peut pas toucher cette jeune fille sans mourir. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'intrigue parce qu'honnêtement, j'en savais pas grand chose. Mais j'ai trouvé que c'était assez addictif. C'est très dystopie des années 2010. Je sais pas si c'est de la dystopie ou de la fantasy ou de la science-fiction. Je dirais dystopie parce qu'on est dans un univers qui a été ravagé et on a un pouvoir en place qui est pas fou. Donc c'était très très addictif. Ça me fait replonger dans ces années-là. J'aime énormément cette sensation. Par contre, ça souffre aussi des défauts de ces livres de ces années-là. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages, un personnage masculin et un personnage féminin, qui vont développer des petits sentiments, sauf que je n'ai pas compris comment ils faisaient pour tomber amoureux aussi vite. Voilà. Ça n'arrive pas, normalement ça n'arrive pas dans la vraie vie ça. Enfin, si, peut-être les coups de foudre, bon bref, je vais pas juger, mais je suis pas très très fan de comment c'est représenté ici. J'ai l'impression que ça va hyper vite et on n'en sait pas tant que ça sur nos deux personnages. On en apprend au fur et à mesure et je pense que ça va prendre de l'ampleur dans les autres tomes. Ici, c'est assez introductif. Par contre, effectivement, c'est addictif et on a très très envie de savoir la suite. Et l'univers a l'air vraiment pas mal. J'aime beaucoup la plume de Tahereh Mafi, par contre, elle est très poétique, très fine, en finesse. Je saurais pas trop, je sais pas comment décrire les plumes à chaque fois, mais je peux pas vous dire juste la plume est bien. Oui, je l'ai trouvée assez poétique, assez douce, et en même temps, la situation est grave, donc je trouve que le juste milieu est parfait. Et je lirai la suite avec grand plaisir. C'est pas un coup de cœur, mais par contre, ça s'est lu super rapidement et c'était très bien pour ma folie de j'ai envie de lire un livre par jour. Voilà. Bon, je n'ai pas lu un livre par jour, mais j'ai beaucoup lu en septembre, donc je suis assez contente. Le livre suivant, il s'agit de 3 livres en un, parce que c'est une intégrale, et j'ai lu les 3. Au départ, je voulais en lire un précisément parce que je dois le lire pour l'école, mais j'en ai profité pour tout lire, et j'ai alterné avec le format audio, parce que je trouve que ça passe beaucoup mieux. Il s'agit de l'intégrale des œuvres de Madeline Miller traduite à ce jour en français. On a donc Galatée, suivi du Chant d'Achille et de Circé. J'ai commencé par Circé, parce que c'est celui que je devais lire pour l'école. Et ça a été une très 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 belle lecture. J'ai beaucoup aimé comment Madeline Miller donne une voix à ce personnage de la mythologie qui a été un petit peu mis de côté, un petit peu... dans les mythes originaux, il me semble qu'elle ne parle pas tant que ça. C'est juste la sorcière de l'île, quoi. Et on en apprend très peu sur son parcours, sur sa vie.
Et j'ai trouvé ça super intéressant, c'est très féministe, très engagé dans un sens, parce que Circé, c'est une femme qui retourne tous les malheurs qui lui arrivent, ça la rend forte, elle en fait une force, et j'ai trouvé que c'était brillant. J'ai dévoré le livre, que ce soit en audio, j'alternais du coup avec l'audio, mais j'avais tellement envie de connaître la suite et de... Je me suis laissée porter. Madeline Miller, c'est une plume qui n'est pas simple, c'est pas hyper, comment dire, si c'est fluide, mais faut pas lire Madeline Miller, je pense, quand on est fatigué, en gros. Parce que il faut quand même un petit peu de concentration, et du coup le format audio permettait de mieux rentrer dans l'histoire, ça rendait la chose plus accessible, et ça a été la même chose sur... Je vous en dis pas beaucoup sur l'histoire de Circé, mais Circé est une sorcière qui va être bannie. Je ne vous en dis pas plus parce que je trouve ça très très chouette à découvrir, sauf si vous connaissez le mythe de Circé, mais on en apprend un peu plus. Forcément, elle a brodé autour de ce qu'elle avait, mais c'est très chouette. Le Chant d'Achille, c'est un roman que j'avais commencé il y a quelques années, 2021 je pense, quand il a fait un gros boom sur les réseaux. Sauf que je n'avais pas du tout accroché. J'avais lu les 50 premières pages et je ramais complètement. Je suis pas hyper fan des personnages de Achille et Patrocle, mais Madeline Miller prend ici le parti d'en faire des amants. Et du coup, c'est une histoire, ça devient une histoire d'amour tragique, parce qu'on sait comment ça va se terminer, vu qu'on connaît le mythe généralement quand on se lance là-dedans, ou quoique pas forcément. Mais bref, la mythologie de toute façon c'est dramatique, c'est tragique, c'est comme ça. Par contre, du coup, en le reprenant et en alternant avec le format audio, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de s'imprégner des émotions des personnages. Je trouvais Patrocle un peu agaçant, et comme on est de son point de vue, bah c'est pas forcément évident, mais en format audio, ouais, c'était plus facile pour moi de comprendre ses motivations. Et Achille est un personnage très lumineux, ça fait un peu le soleil et celui qui l'admire. Voilà, c'est un peu l'idée. C'était une très très belle histoire. J'ai pas autant aimé que Circé, je pense que je suis pas autant sensible à cette histoire-là, mais c'était très chouette. Concernant Galatée, alors Galatée, il faut savoir que c'est une nouvelle qui est minuscule. Je vous la retrouve. Hop, Galatée, première page, dernière page. Voilà, Galatée, c'est ça. C'est 20 pages à tout casser. Donc Galatée, dans le mythe original, je ne sais jamais, c'est une jeune femme, enfin c'est une statue qui est faite par Pygmalion, et Pygmalion tombe amoureux de la statue et prie les dieux de la rendre humaine, en gros. Sauf que dans le mythe original, Galatée n'a pas de voix, elle ne parle pas, elle ne dit rien. Elle sert juste d'appareil reproducteur. Voilà, et ici par contre, Galatée récupère sa voix, et c'était particulier parce que, alors qu'on est dans un contexte très antique pour les deux autres, Galatée se place plus dans le monde moderne, mais ça brise complètement les codes que Madeline Miller avait mis en place. C'est très moderne, c'est très incisif, presque vulgaire, enfin pas vulgaire, mais je saurais pas comment vous dire, mais en tout cas oui, c'est agressif, c'est incisif, c'est le bon mot. Et du coup, c'est perturbant, mais moi qui ai aimé étudier Galatée et le mythe de Pygmalion, et tout ce que ça implique, parce que Galatée, quand elle devient humaine, elle n'est pas consentante. J'ai aimé que Madeline Miller lui offre une voix ici, donc ouais. Les œuvres de Madeline Miller, c'est une très très chouette lecture. C'est une intégrale que je vous recommande parce qu'elle fait 18 € et que, enfin, moi je l'ai eu d'occasion même, mais vraiment si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous la procurer parce que c'est une chouette intégrale et que ça vous reviendra moins cher, sachant que Galatée coûte très cher à l'unité pour 20 pages. Je pense que je mettrai un timecode parce que je suis déjà à mon avis à plus de 20 minutes de tournage et que je n'ai pas abordé mes 4 meilleures lectures du mois. Ça va prendre du temps. J'essaye de continuer quelques sagas quand même au milieu de tout ça parce que j'en commence principalement. Mais j'essaye de continuer et j'ai lu du coup La Guilde des Ombres, tome 1.2, la grande traque. Donc c'est le don
de mort, partie 2, en grand format. Parce que c'est des livres qui sont divisés en deux à chaque fois, donc il y en a 6, mais c'est 3 tomes. Bref. C'est écrit par Anatrice et c'est publié ici chez Pocket, en grand format, c'est publié chez Plume Blanche. Et on est sur des beaux bébés. Pareil, j'ai alterné avec le format audio. En fait, comme je fais pas mal de trajets en transport en commun, le format audio est parfait. Ici, donc dans le tome 1, on suit une jeune femme, une jeune fille, une enfant, Panama, qui va être recrutée par une guilde un peu bizarre, un peu spéciale, disons, parce qu'elle a un don particulier. Il suffit qu'elle touche quelqu'un pour que cette personne meure. Ça, c'est marrant, ça fait écho à un autre livre que j'ai présenté du coup. Et Panama va rentrer dans une guilde qui est une sorte d'école pour devenir assassin. Et voilà, comment résumer une histoire. Panama, elle se demande d'où elle vient, elle ne sait pas encore comment gérer son pouvoir, elle n'est pas entraînée, et donc elle va être entraînée par plusieurs professeurs, dont un personnage qui est son mentor et avec qui elle développe une relation qui est très malsaine. Dans le tome 1, j'avais très peur, mais vraiment très peur que ça parte en romance malsaine, parce que Panama, à la fin du bouquin, elle a 16 ans, et son mentor, il en a, je sais plus de 100, et surtout, il l'a connu enfant, donc c'était un peu spécial. Ce tome 2 m'a réconciliée avec cette intrigue, parce que ici, c'est complètement dénoncé. On commence à comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de cette relation. Et Panama n'en est pas forcément consciente. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un univers de fantasy très riche, très complexe, avec énormément d'enjeux politiques, avec des enjeux émotionnels très forts aussi. Il y a des personnages qu'on découvre, qu'on comprend de mieux en mieux. J'ai adoré, alors que dans le premier tome, ça m'avait un peu lassée, mais j'ai adoré l'alternance de points de vue parce que ici ça prend, ouais, on comprend de mieux en mieux en fait. C'est pour ça que alors ils sont divisés en deux et on aurait pu dire que c'est deux livres différents, mais non, c'est bien tome partie 1 et partie 2 parce que là c'est une vraie fin de tome. Ça se termine sur quelque chose qui donne envie de lire la suite absolument, et j'ai la suite. Je vous avoue, j'ai la suite, mais j'attends parce que le tome 3, en gros, donc les tomes 5 et 6 ne sont pas publiés en poche. Et j'ai pas envie d'attendre, donc j'attends. J'attends un peu avant de me lancer dans la suite, mais c'est hyper addictif, c'est hyper bien décrit, l'univers est incroyable, donc ouais, je vous le recommande si vous n'avez pas peur de la fantasy. Alors, c'est pas de la dark fantasy? Non, c'est de la fantasy adulte, ça, il n'y a pas de doute. Assez complexe, assez sombre, mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le détour. Et on va parler de deux contemporains, histoire de changer un peu l'univers, et on finira par de la fantasy. Le livre suivant est un livre dont, pareil, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul parce que il fait partie d'un lot que j'ai acheté et que ce livre m'a brisé le cœur. Il s'agit de Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. C'est publié chez Gallmeister en format poche ici. Je vais essayer de pas trop vous en dire et en même temps il y a tellement à dire sur ce roman. On va suivre Maddie et Dalt. Maddie, c'est une jeune femme qui s'est promis plein de choses, sauf qu'un jour elle va tomber amoureuse de Dalt et ça va un peu changer sa vision du monde. Ils vont se mettre ensemble et on va suivre leur histoire d'amour, sauf que il va leur arriver une tragédie. Voilà, je vais pas trop en dire, j'ai trop peur d'en dire vraiment. Ce livre traite de la maladie et de la maladie au sein d'un couple. Et c'est magnifiquement bien traité. L'amour entre Maddie et Dalt est tellement réel, tellement réaliste, tellement honnête. C'est pas on s'aime à la folie, peu importe ce qui se passe. Non. Un peu, bien sûr qu'ils s'aiment à la folie, peu importe ce qui se passe. Mais ça nous montre toutes les difficultés, toute la difficulté de s'occuper de quelqu'un qui est atteint d'une maladie et comment gérer une famille et comment... Enfin, c'est une bulle de réalisme et en même temps, c'est une ode à l'espoir. C'est vraiment magnifique. Ça m'émeut rien que d'en parler, mais la façon dont
dont ces deux personnages sont dévoués l'un à l'autre. C'est absolument sublime et la fin m'a... J'ai pleuré pendant 1 heure après ça. Je devais aller dormir et j'ai fait une énorme insomnie. Je n'arrivais plus à arrêter de pleurer et je pensais à ce livre. La plume est très simple, c'est très accessible, mais c'est rempli de vérité et... Je vais m'arrêter là. Je vous recommande ce livre à 100% si vous n'avez pas peur des sujets un peu difficiles, parce que c'est quand même difficile. Mais ouais, offrez-vous ce roman et ce moment de lecture. Et j'ai tellement hâte de lire d'autres livres de Pete Fromm. C'est incroyable. Pareil, le livre suivant, il s'agit d'un roman que j'ai vraiment adoré, mais c'était prévisible. Ça sentait le coup de cœur. J'aurais pu parier sur un coup de cœur. Et ça a été effectivement le cas. Il s'agit de la théorie des couleurs de Mazey Eddings. C'est publié chez Comet dans ce magnifique format, vraiment. C'est un livre incroyable. Ici, on va suivre deux personnages, Tilly et Oliver, qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Voilà, parce que Tilly a un TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité, et Oliver a un TSA, trouble du spectre autistique. Et du coup, elle, c'est le chaos, et lui, c'est l'organisation à fond. Comment ces deux personnages vont se retrouver? Tilly, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire, et après le lycée, je crois. Elle hésite, sa sœur est une businesswoman accomplie, et ses parents, à Tilly, ils sont en mode, bah, tu vas aller voir ta sœur pendant l'été, et puis tu vas prendre un peu de plomb dans le crâne, parce que bah, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, alors que Tilly, ben... elle a envie d'explorer, elle a envie de découvrir et elle aime écrire surtout. Et écrire, c'est pas quelque chose d'évident, c'est difficile d'en vivre. Oliver, quant à lui, il est passionné par la photographie et plus particulièrement par les couleurs. Alors je ne sais plus comment ils appellent ça. Ah, je suis vraiment désolée. En gros, il est passionné par les harmonies de couleurs et du coup, ils vont se retrouver à travailler ensemble parce que la grande sœur de Tilly a une entreprise de vernis à ongles. Et Oliver va être engagé pour communiquer autour de ça et autour des couleurs. Ils vont se retrouver à arpenter l'Europe ensemble. Et leur première rencontre est incroyable. Vraiment, j'ai beaucoup ri. Mais petit à petit, ils vont apprendre à s'apprivoiser. Et je ne vous en dis pas plus. Même si on peut se douter de ce qui va se passer, c'est vraiment un livre qui m'a fait du bien. Parce que j'avais besoin de ce genre de romance. Donc ça me fait penser à Better Than the Movies dans la même maison d'édition, qui est un livre, une romance, qui aborde des sujets sérieux pour les adolescents et les jeunes adultes de façon très juste. Et je voulais ce même type de livre, mais avec une représentation du TDAH et du TSA, parce que je suis sur ce spectre-là, je suis sur le spectre de l'autisme, et potentiellement du TDA, mais bon bref, peu importe. Et j'avais besoin de cette représentation. J'avais besoin de lire un livre avec des personnages que je comprends à 100%, et, enfin quasiment à 100%, et j'avais besoin de me sentir représentée. Et ce roman, il m'a fait énormément de bien. Et c'est pareil, je suis encore émue. Mais pourquoi je suis émue aujourd'hui? Ça m'a fait énormément de bien parce que on voit rarement des livres légers qui traitent de ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est même pas un livre sur ces sujets-là, c'est une intrigue avec des personnages qui ont une neuroatypie. Et c'est typiquement le genre de livre que j'ai envie de lire. J'ai pas envie que tout tourne autour de ça. J'ai envie que ça soit représenté de la façon la plus réaliste possible, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on vit, avec lequel on évolue, et on n'a pas le choix, et on s'adapte. Et c'est magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est un livre que je pense que je vais rentrer dans mon corpus de mémoire. Je dois faire un mémoire de recherche et j'ai choisi de parler de la neuroatypie dans la littérature adolescente. Et je pense que ce livre mérite une place ici. Donc voilà, merci Comet, merci Madame Mazey Eddings. Et s'il vous plaît, faites autre chose, faites d'autres livres comme ça. J'adore. Allez, tenez bon, c'est la fin. Je vais vous présenter un dernier bouquin. Un livre qui m'a marqué d'une autre façon. Ça n'a rien à voir avec le précédent. Mais j'ai lu un livre de l'autrice en août. Et ça a été un coup de cœur, ça a été mon seul coup de cœur du mois d'août. Donc, j'avais un deuxième livre de cette autrice dans ma bibliothèque.
et il fallait qu'il y passe. Et je vous parle bien évidemment de Babel de R.F. Kuang, qui est publié chez De Saxus. Ici, c'est l'édition coffret, absolument sublimissime là, mais qui pèse 3 tonnes. D'ailleurs, je vais laisser le coffret. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le coffret à la main. Voilà, je suis désolée, mais ça sera beaucoup plus simple. C'est écrit par R.F. Kuang, qui est une autrice sino-américaine, qui a écrit aussi La guerre du pavot et Yellowface. La guerre du pavot, seul le tome 1 a été traduit en français. Et du coup, on n'a pas la suite, donc j'ai décidé de le lire en anglais. J'ai précommandé une édition absolument magnifique. D'ailleurs, je vous la mets là et je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse parce que... Bref, cette édition est magnifique. Si vous lisez en anglais, peut-être que vous serez tenté. Babel, de quoi ça parle? On va suivre un jeune garçon, Robin Swift, qui est né à Canton, en Chine, et qui va être recueilli par un professeur anglais qui va l'amener en Angleterre et qui va l'éduquer, lui apprendre les langues, le savoir-vivre à l'anglaise pour faire de Robin, qui ne s'appelle pas Robin d'ailleurs à l'origine, un enfant anglais type, sans aucune du coup culture cantonaise ou chinoise. Et il va l'éduquer de façon à, dans le but de le faire entrer à Babel, qui est un institut au sein de l'université d'Oxford. On est dans les années 1828 et donc on va avoir cette ambiance d'école, un peu dark academia, mais avec une touche de fantaisie parce que Babel, ce morceau de l'université travaille sur des barres d'argent. Ces barres d'argent, selon ce qu'on grave dessus, elles vont avoir un certain pouvoir et donc c'est tout le pouvoir des mots qu'on va utiliser pour activer ces barres. Robin va rentrer dans cette université et il va découvrir tout ce côté confort anglais d'étudiant bien placé parce que son tuteur est quelqu'un d'important, et aussi le fait qu'en fait il a été déconnecté de sa culture et que les barres d'argent, le commerce des barres d'argent sert énormément au colonialisme. Et il va être tiraillé pendant tout le roman entre ce qui est juste et ce qui est confortable. On va dire ça comme ça. C'est un personnage qui est nuancé, qui n'est pas désagréable parce qu'on pourrait croire que c'est il est imbu de sa personne, non pas du tout. Mais il va se faire des amis et il a très très peur de perdre ce qu'il a. Je ne vais pas vous en dire plus. C'est un roman qui est très complexe. Surtout tout ce qu'il y a autour des barres d'argent, j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait, mais en tant qu'amoureuse des lettres, de l'étymologie, de la langue, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai trouvé les enjeux de la traduction, parce que ces élèves vont faire beaucoup de travaux de traduction, hyper intéressant. Toute cette partie sur le colonialisme, sur la redistribution des ressources, ce propos très politique finalement est très très bien mêlé au reste de l'intrigue. Pour moi, le seul petit bémol de cette lecture, c'est sa fin, parce qu'il fallait que ça se termine. Parce que R.F. Kuang, elle a écrit un truc génial, 75% excellent, et qu'elle s'est dit oula mince, comment je clôture tout ça? Donc voilà, pour moi la fin est un peu moins bonne, mais le voyage que ce livre m'a permis de faire était incroyable. Donc je vous le recommande si vous n'avez pas trop peur des briques, parce que c'est un sacré bébé, et que vous êtes intéressé par tout ce côté école, ce côté traduction, ce côté amour de la langue, des mots, et que vous aimez un peu la fantaisie, mais même sans aimer la fantaisie, je pense que vous pouvez aimer ce livre, parce qu'il a tellement de propos intéressants. Il a aussi il y a le questionnement de la place des femmes à l'école, enfin bref. Il couvre tellement de choses que je ne peux que vous le recommander. Et vraiment, R.F. Kuang, comme je vous disais, j'ai précommandé The Poppy War, et je sais qu'elle va sortir un autre roman l'an prochain, qui s'appelle Catabasis, je sais pas le dire, mais j'ai très 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 hâte de voir ce qu'elle va nous préparer, parce que elle est excellente cette jeune femme, vraiment c'est bon, impressionnant.
Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo qui était assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez aimé ce mois-ci, ce que vous avez lu, si certains de ces livres vous tentent, ou que vous les avez déjà lus, ou que vous ne les avez pas aimés d'ailleurs. C'est fait pour ça, j'adore discuter avec vous, c'est même ce que je préfère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ne savez pas trop quoi m'écrire, vous pouvez laisser un petit renard en commentaire. Voilà, parce que je trouve que c'est hyper adapté. Enfin, bref, je suis amoureuse de ce mug. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!